Merci Benoît et bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en plateau dans ce live. Coordinateur de la France Insoumise, député sortant et candidat dans les Bouches-du-Rhône et donc membre de ce nouveau Front populaire. Quand vous entendez notamment Rachida Dati à l'instant expliquer et vous renvoyer d'une certaine manière dos à dos, et vous au nouveau Front populaire et le Rassemblement national, comment vous réagissez ? Je crois qu'il y a beaucoup de fébrilité aujourd'hui dans les rangs de la Macronie et que, comme souvent, la fébrilité, ça amène à raconter n'importe quoi. Et moi, j'aspire à ce que dans cette campagne des élections législatives, qui va être très courte, on va voter dans moins de 2 semaines maintenant, on puisse avoir un débat qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens, c'est-à-dire un débat projet contre projet. Nous avons un certain nombre de propositions, nous les avons faites, nous avons présenté un programme. Je crois que tout le monde connaît le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron et du début du deuxième quinquennat, et puis que le Rassemblement national mette sur la table ses propositions, et que les Français puissent trancher librement entre ces différents projets politiques, mais qu'on évite les campagnes de caricatures complètement folles. Écoutez, il n'y a rien, personne, je vais le dire une bonne fois pour toutes quand même, la France Insoumise, le nouveau Front populaire, s'engage dans la lutte contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Et vous pouvez, à longueur de journée, venir jeter des anathèmes sur les uns et sur les autres, mais soyons clairs, l'antisémitisme, c'est un délit en France. Donc si l'un d'entre nous devait avoir tenu des propos que d'autres considèrent comme étant des propos antisémites, alors ils doivent porter plainte devant les tribunaux et ils doivent les condamner. Sauf que la vérité, c'est que il n'y a jamais eu aucune plainte déposée contre qui que ce soit à la France Insoumise pour antisémitisme et que donc, bien évidemment, personne n'a jamais été condamné. Mais donc vous assumez l'intégralité des candidats du nouveau Front populaire ? Oui, mais je sais bien que, comme d'habitude, parce que on va vouloir empêcher de parler de nos propositions... Non, on va parler des propositions dans 2 minutes. Non, mais je ne dis pas ça par rapport à vous. Je vois bien que la campagne va avoir son lot de boules puantes pour aller chercher des déclarations tenues il y a 10, 15 ou 20 ans par l'un ou l'autre d'entre nous. Non, on va dire, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait dire. On va aller moins loin. Vous savez très bien ce qu'on dit, ce qu'on explique, par exemple, M. Poutou, le NPA, quand on reprend, non pas ce qui a été dit il y a 10 ans, mais ce qui a été dit juste après le 7 octobre, quand le NPA parle de résistance, d'intifada, ça peut perturber. Quand vous avez parmi vos candidats, M. Arnaud, qui a été fiché S, le fondateur de la Jeune Garde, ça peut perturber. C'était pas il y a des années. Alors, monsieur... les fiches S, c'est pas une condamnation, vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Vous savez que vous avez certains de vos collègues journalistes, ça a été révélé dans la presse, je pense à monsieur Gaspard Glantz notamment, il avait été révélé dans la presse qu'il avait une fiche S. Et peut-être que certains d'entre vous ici autour de cette table ont une fiche S et que vous n'êtes pas au courant. Donc je vois pas en quoi ce sujet deviendrait disqualifiant pour quelque candidature que ce soit. Pour le reste, c'est-à-dire, vous dites pas on n'était pas au courant, vous dites y compris en sachant qu'il est fiché S. Non, je vous dis, nous l'aurions investi. Je vous dis que peut-être que vous l'êtes et que vous ne le savez pas, peut-être que je le suis et que je ne le sais pas. C'est pas la question que je vous ai posée, Manuel Bompard. Oui, mais moi, vous saviez qu'il était fiché S avant de l'investir ? Je le savais, c'était public. Mais il y avait des articles dans la presse sur ce sujet. Mais franchement, la question est de savoir, est-ce que dans les actes qui ont été commis par telle ou telle personne, est-ce que dans les propos qui ont été tenus par telle ou telle personne, il y a des choses qui sont contraires ou contradictoires avec les propositions que nous voulons faire et qui sont contraires ou contradictoires avec la loi. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Pour le reste... Qu'il y ait après le 7 octobre, soyons honnêtes, soyons transparents, cherchons pas à embrouiller les choses, qu'il y ait eu après le 7 octobre de la part de certaines personnes des réactions qui sans doute ont été trop hâtives, c'est-à-dire qu'elles se sont appuyées sur des informations qui n'étaient pas encore connues sur la réalité de ce qui s'était passé là-bas, c'est une évidence. Mais par exemple, si vous prenez le NPA, vous pourrez consulter que immédiatement, dès que l'ensemble des informations ont été connues, ils ont produit un communiqué qui était extrêmement clair. Donc, il ne faut pas en permanence essayer de salir les gens. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme. Ce programme, il prévoit notamment la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Ce programme, il prévoit la lutte pour le droit international partout dans le monde. Et c'est nos engagements programmatiques qui valent. On parle du programme, et vous savez très bien que la politique, c'est le programme porté par des personnalités. Et dans votre Front populaire, il y a notamment Olivier Faure, du Parti socialiste. Oui. Voilà ce qu'il disait ce matin sur le problème des personnes, justement, et sur celui qui porterait vos aspirations si vous avez la majorité au Parlement. Écoutez. Moi, je souhaite un vote. Vous souhaitez un vote, en avez-vous eu la garantie ? Mais il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Moi, je ne peux pas imposer un Premier ministre socialiste. Personne ne peut imposer un Premier ministre insoumis. La seule façon d'y arriver, c'est de faire en sorte de voter et de s'accorder sur celui ou celle qui correspond le mieux à la situation. Nous sommes dans un pays qui est ultra fracturé. Nous avons une situation de crise politique qui, aujourd'hui,
impuissante, y compris le pouvoir d'État, eh bien, nous devons chercher celui ou celle qui a le profil qui permettra de faire en sorte à la fois de rassembler cette majorité et de fédérer le pays sur une vision. Vous êtes d'accord là-dessus? Votez pour choisir votre Premier ministre si vous avez la majorité. Attendez, si on connaît bien les institutions de la Ve République, on peut voter tout ce que vous voulez. À la fin, c'est le président de la République qui choisit un Premier ministre et qui teste de savoir si ce Premier ministre a la confiance. Vous pouvez lui envoyer un signe en votant. Bien sûr. Nous avons dit la semaine dernière, Olivier Faure lui-même, en début de semaine, moi-même ayant été amené à réagir sur ce sujet, j'ai approuvé ses propos la semaine dernière, qu'à l'issue des élections législatives, le groupe politique qui sera le groupe politique qui détiendra le plus grand nombre de députés au sein de notre coalition, fera une proposition. Pour ma part, j'en reste à cette formule. J'en reste à cette formule notamment parce que je vois bien, mais ça peut être fait par un vote. Mais le groupe politique qui aura le plus grand nombre de députés, ça fonctionne comme ça dans toute coalition. Il est normal que ce soit ce groupe-là qui fasse une proposition de candidat à la fonction de Premier ministre. C'est pas juste pour se faire plaisir les uns les autres. C'est que ce groupe politique qui sera le plus nombreux exprime aussi où est le centre de gravité de cette coalition. Et le Premier ministre qui est nommé, il doit être forcément homogène, cohérent avec le centre de gravité programmatique de ce qu'on veut faire pour changer le pays. Vous savez déjà qui la France Insoumise proposerait ? Non, laissez-nous. Vous savez, il faut aussi reconnaître que on a été, il y a une semaine, un peu plus maintenant, 9 jours, que le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Son pari, c'était que nous ne soyons pas en capacité, nous, les différentes formations politiques de gauche, de nous regrouper dans le nouveau Front populaire. Nous avons déjà, l'avons fait perdre la première manche, puisque nous avons réussi à constituer cette coalition. Nous l'avons fait avec un programme, avec des candidatures, et ensuite, il y a un certain nombre d'autres sujets qui sont sur la table. On chiffre notre programme, à la question du Premier ministre, et tout ça, il faut prendre Mais ça pourrait être vous, ou ce sera forcément étape. Jean-Luc Mélenchon? Non, mais ça peut être plusieurs personnes à la France Insoumise, bien évidemment. Mais laissez-nous le temps, si vous voulez bien, de pouvoir faire des propositions sur ce sujet. Je le dis d'autant plus parce que je biaise pas le sujet. Je vois bien que face à cette coalition inédite que nous avons réussi à constituer, nos adversaires, c'est normal, cherchent à essayer de trouver n'importe quel sujet qui peuvent mettre des tensions entre nous. Et moi, j'ai un sens des responsabilités, donc je n'ai pas l'intention. Pardon, Manuel de leur Bompard, faire ce vous petit plaisir. n'avez pas besoin de vos adversaires pour ça. La question, c'est de savoir si vous avez vraiment envie de gouverner, si vous êtes Bien élu, sûr. ou si vous n'êtes pas en train, vous-même, d'une certaine manière, de vous lancer dans une espèce d'opération de sabotage quand vos propres députés sortants, vous les écartez. Je pense à Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc. Et il y a des électeurs de gauche qui peuvent se demander, mais pourquoi ce sabotage-là? Mais il n'y a aucun sabotage, Monsieur Svitek. Quand les macronistes, par exemple, viennent de décider de ne pas renouveler leur investiture à Monsieur Legendre, qui était le président du groupe macroniste, je ne crois pas que vous leur demandiez... Paris pour nos téléspectateurs. Absolument. Qui était député à Paris, je ne crois pas que vous les accusiez en quelque sorte de sabotage. Donc il faut être très clair sur ce sujet. La question Il y a un accord poser aussi. programmatique, mais non, mais il n'y a pas d'investiture à vie, Monsieur Svitek. Une fois que vous êtes député, vous n'êtes pas député comme ça. À chaque fois, c'est pas automatique que ça soit la même personne. Attendez, qui soit un nouveau candidat. pourquoi Garrido visé et pas Clémentine Autain? Pourquoi Corbière visé et pourquoi pas François Ruffin? Pour de multiples raisons que j'ai indiquées. D'abord, le fait qu'il y avait la volonté d'ouvrir nos candidatures à des personnes qui ne sont pas directement issues de nos rangs et que si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas demander seulement de le faire sur les circonscriptions qui ne sont pas parmi les meilleures circonscriptions, parce que si vous voulez être crédible dans votre démarche, eh ben, il faut aussi faire en sorte que parmi les candidatures, que ce soit les candidatures en quelque sorte sur les circonscriptions les mieux placées, il y ait aussi des candidatures issues des rangs de la France Insoumise, et parce que je ne l'ai pas biaisé, je l'ai assumé, y compris sur votre plateau dimanche midi, parce qu'on a, je crois, dans une période aussi tendue que celle-ci, une obligation de cohérence et de loyauté. Et qu'un certain nombre de ces personnalités que vous considérez comme ayant été écartées avaient déjà indiqué ou fait savoir dans la presse à plusieurs reprises qu'ils s'apprêtaient à l'issue des élections à rejoindre un autre groupe politique que celui de la France. Elle le nie aujourd'hui, Laurent Neumann. Voilà. Beaucoup d'observateurs disent depuis quelques jours, notamment depuis la signature de cet accord, que l'Union, le Front populaire, serait toujours sous l'hégémonie de la France insoumise. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est exactement le contraire. Vous avez rendu sans circonscription, Jean-Luc Mélenchon n'est plus un Premier ministre possible. Vous avez signé un programme dans lequel figurent des choses qui étaient des lignes rouges pour vous. Donc c'est peut-être l'inverse de ce que tout le monde raconte. C'est peut-être la France insoumise qui a rendu gorge finalement en signant cet accord. Mais peut-être que c'est ni l'un ni l'autre.
Parce que peut-être qu'en vérité, c'est pas notre sujet, en fait. Notre sujet, c'est pas de savoir s'il y en a un qui est dominant ou qui n'est pas dominant. Le sujet, c'est de savoir si on est en capacité, dans les élections qui ont lieu dans 2 semaines maintenant, d'empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir et de proposer un autre chemin pour le pays. Parce que, pardonnez-moi, c'est ça mon sujet, monsieur juste Neumann, une chose vous comprenez ? non, mais juste une chose pour rebondir sur ce que disait Olivier Oui. Faure. Au moment où il faudra faire ce vote que Oui. Olivier Faure appelle de ses voeux, il faudra en faire un deuxième parallèlement. C'est-à-dire Désigner qui, à l'intérieur de ce groupe de gauche, s'il était majoritaire, enverrait à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais écoutez... Eh oui. Mais, Eh oui. oui, il y en Ah, aura vous me même... parliez des institutions. Mais ce sont les institutions. monsieur Neumann, il y en aura même. Il y aura besoin aussi de choisir qui va être président de telle ou telle commission à Non, l'Assemblée mais déjà nationale. le président de Donc, l'Assemblée. oui, il y aura plein de et le décisions Premier à ministre. prendre. Mais qu'est-ce que... Attendez, mon sujet, c'est pas de savoir. Moi, je suis pas en compétition avec les autres au sein de cette coalition. Mon sujet, c'est de proposer aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir avoir un programme qui répond à leurs préoccupations Et et à de leurs battre le problématiques. Rassemblement national. Et de battre le Rassemblement national. Point, à la ligne. Maintenant, qu'est-ce qui est factuel ? Et ce qui est factuel, c'est que dans l'accord électoral que nous avons constitué, les Insoumis conservent le plus grand nombre de candidats. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qui est factuel, et c'était une ligne rouge pour nous, c'est que ce rassemblement, il s'opère autour d'un programme qui est un programme qu'on a appelé programme de rupture avec les politiques qui ont été mis en place ces dernières années. Alors justement, moi, ça me convient très bien. Manuel Bompard, vous dites programme crédible, il faut être crédible. Oui. Est-ce que, par exemple, quand vous proposez la semaine de 32 heures, c'est crédible? Oui, mais d'abord, on ne propose pas... Dites les choses telles qu'elles Alors sont je vais dire, écrites dans le programme. alors vous avez raison. Voilà. Dans votre programme, Si on veut être crédible, il faut parler sérieusement. il des est choses. expliqué que vous voulez instaurer immédiatement Oui. les 32 heures pour les métiers pénibles Exactement. et les métiers de nuit, puis étendre ces 32 heures par la négociation collective. Voilà. Donc je vous repose la question, est-ce que la semaine de 32 heures, c'est crédible? Bah, c'est crédible de dire que immédiatement il y a des cas particuliers, la question des métiers pénibles, la question du travail de nuit qui nécessite de réduire le temps de travail parce que c'est un travail particulièrement pénible. Et c'est crédible de dire ensuite qu'il doit y avoir un objectif qui est fixé aux négociations entre les organisations syndicales, les employeurs pour aller... Donc pas de vers- loi sur les 32 heures. Bah, pas Comme il y a eu naguère pas une pour loi tout le sur les monde. 35 heures. Pas pour tout le monde. Dans le C'est ça. programme, c'est écrit de manière très claire qu'il s'agit de le faire par la négociation collective. Est-ce que c'est crédible? Oui. Vous savez, il y a des pays dans lesquels on a expérimenté les 32 heures. Il y a des entreprises aujourd'hui, y compris en France, qui expérimentent les 32 heures. Et le résultat, il est très intéressant. C'est créateur d'emplois. C'est bon pour la productivité du travail, parce que les gens travaillent moins, mais donc ils travaillent dans des meilleures conditions. C'est créateur d'emplois, je l'ai dit. Et puis, ça permet aux gens de pouvoir bénéficier aussi de temps libre, de s'investir dans la société, dans le milieu associatif, dans le sport. Et ça, c'est bon pour notre Sauf société. que je me mets à la place des petits patrons qui peuvent nous regarder, des petits et des grands patrons qui peuvent nous regarder ce matin. Oui. Vous arrivez au pouvoir, ça veut dire qu'eux vont devoir aller vers les 32 heures pour un certain nombre de leurs salariés immédiatement, premièrement. Et deuxièmement, vous leur imposez aussi le SMIC à 1600 euros net. Ce sont eux qui vont les verser, les 1600 euros net. Mais alors, attendez. D'abord, sur les 32 heures, j'ai dit que ça devait se faire par la négociation. Il y a le cas des métiers pénibles, etc. Honnêtement, ça se concentre pas essentiellement sur les petites et les moyennes entreprises. Mais Non, mais les métiers pénibles et de nuit, ça fait du monde en France. Hein. oui, mais je ne le conteste pas. Ensuite, il y a la question de l'augmentation du SMIC. Bon, on a besoin d'augmenter le SMIC aujourd'hui. On a besoin d'augmenter le SMIC aujourd'hui parce que quand vous êtes payé au SMIC aujourd'hui dans ce pays, vous arrivez tout simplement pas à vivre, à finir les fins de mois dans des bonnes conditions. Donc le SMIC, il est trop bas par rapport au coût de la vie aujourd'hui. Maintenant, cette augmentation du SMIC, elle peut tout à fait être prise en charge, notamment pour les grandes entreprises qui, pardon, moi je veux bien qu'on essaye en permanence de cacher les grandes entreprises derrière les petites et les moyennes entreprises, mais ces dernières années, les grandes entreprises, elles ont fait des bénéfices records, elles ont fait versé des dividendes records, donc elles ont les moyens de le faire. Ensuite, il y a le cas des petites et des moyennes entreprises. Il y a plusieurs propositions dans le programme que nous avons déjà défendu à plusieurs reprises, qui visent à dire, premièrement, si vous mettez en place une caisse de péréquation sur la question des cotisations, c'est-à-dire que vous faites assumer en quelque sorte la charge de l'augmentation du SMIC aux grands groupes, aux grandes entreprises pour alléger la charge pour les petites et les moyennes entreprises. Et deuxièmement, j'assume de dire que le programme économique que l'on propose, c'est celui qui va être le plus favorable aux petites et moyennes entreprises parce que c'est le programme qui va relancer la consommation populaire. Donc, ne faites pas croire que le Monsieur programme Bompard. que nous défendons serait un programme qui serait mauvais pour les petites et les moyennes entreprises. Je ne le
crois pas du tout. Neila. Moi, mon interrogation, c'est sur le calendrier que vous présentez. Oui. Si j'ai bien lu votre programme, il y a les 15 premiers jours où vous siégez, où il y a des mesures d'urgence qui sont essentiellement de la dépense. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans ces 15 premiers jours. Ensuite, vous avez 100 jours où vous ajustez à la marge des critères ou des paramètres budgétaires. Et puis, en réalité, les recettes interviendront bien plus tard, lors du budget pour 2025. Mon interrogation, c'est est-ce que vous ne craignez pas qu'entre le moment où vous prenez les 15 premiers jours avec des mesures d'urgence et le moment où vous votez un budget, il y ait un certain nombre de ceux sur lesquels vous comptez, notamment les plus riches, qui aient quitté la France en se disant, on connaît la suite, c'est plus d'impôts, il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses, il nous reste quelques mois pour quitter la France. D'abord, je vais vous dire, non, on n'attendra pas le mois de novembre pour avoir une discussion budgétaire. Vous avez tout à fait la possibilité, c'est ce que fait d'ailleurs toute nouvelle majorité quand elle arrive au pouvoir, de décrocher immédiatement, d'ouvrir une loi de finances rectificative. Parce que oui, bien évidemment, un certain nombre des mesures que nous avons mises sur la table, elles nécessitent, elles ont un coût, et donc ce coût, il doit être financé. Donc il y a des mesures qu'on peut mettre en place immédiatement et qui permettent de faire Donc, par rentrer. exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune, ça peut être voté dès cet été. Je crois qu'il le faudra, oui, bien sûr. De pouvoir immédiatement mettre en place un impôt de solidarité sur la fortune, de pouvoir immédiatement introduire, enfin, comme on le demande depuis des années et des années, une taxe sur les super profits. Donc il y a des choses qu'on peut faire dès cet immédiatement. été, taxe sur les super profits, impôt de solidarité sur la fortune. Oui, vous savez, ça fait depuis des mois que je le propose, donc le plus rapidement possible et sera le bienvenu. Parce que j'ai bien compris pour Emmanuel Macron, qui gagne du temps tous les 6 mois en disant oui, bon, vous avez raison, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il nous avait parlé, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit qu'il fallait empêcher les rachats d'actions, les taxer. Vous avez eu du nouveau sur ce sujet, vous? Parce que ça fait 2 ans qu'il a dit ça. Moi, j'en ai pas eu. Donc, excusez-moi, mais moi, je vais pas raconter des choses comme le Rassemblement national. Et puis, une fois qu'on s'approche de la possibilité d'arriver au pouvoir, dire non, finalement, ce sera plus tard, parce qu'on se rend compte qu'on a raconté n'importe quoi. Nous, on raconte pas n'importe quoi. Donc, on met sur la table des propositions qui sont sérieuses, qui sont crédibles et un calendrier, et on reculera pas devant l'obstacle. Et on en a parlé ce matin. Merci Manuel Merci Bompard à vous. d'avoir